maximum 10 verres par semaine, maximum 2 verres par jour et des jours dans la semaine sans consommation. Selon Santé France, pour notre santé, l'alcool c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Seulement, près de 24% des Français dépassent les recommandations. Près d'un quart des Français de 18 à 75 ans dépassent au moins l'un des 3 repères. Et les hommes, davantage concernés par ce dépassement, 33%, sont contre les femmes à 14%. Les plus jeunes consomment plus intensément que les plus âgés, dont la consommation est plus régulière. Et on observe une consommation essentiellement sous forme de vin, 56%. Alors il est possible, selon les résultats de Santé France, de se poser la question: quelle est la limite entre une consommation régulière raisonnée et une consommation dépendante? Qu'est-ce que l'alcoolisme? Pour le définir, nous avons besoin de donner la définition de dépendance, qui, selon le manuel de diagnostic et statistique des troubles mentaux, est une utilisation inappropriée d'une substance, entraînant une détresse ou un dysfonctionnement médical survenant à n'importe quel moment sur la même période de 12 mois. Ainsi, l'alcoolisme est caractérisé par une non-maîtrise de la consommation d'alcool. Pour revenir sur quelques chiffres, en 2014, la consommation à risque chronique chez les 18 à 25 ans sont de 14%, tandis que chez les 26 à 75 ans, elle se stabilise à 7%. Nous avons effectué un sondage des idées reçues sur la dépendance à l'alcool en étudiant les plus recensés. Qu'entendez-vous par alcoolisme? Sur les 48 personnes entrevues, 25% ont répondu que l'alcoolisme se traduisait comme une consommation journalière de 2 verres pour les femmes et 3 pour les hommes. Et 22% pensent que la dépendance à l'alcool est quand un homme boit plus de 21 verres en une semaine ou une femme plus de 14, ce qui nous rapprocherait plus de la définition de l'alcoolisme. Un verre de vodka contient plus d'alcool qu'un verre de vin ou de bière. 59,6% nous ont répondu que c'était faux. Ce que nous devons savoir sur l'alcool est qu'un verre standard contient 10 grammes d'alcool pur. Pour ce qui est du vin, ça équivaut à 10 centilitres. Un whisky à 40 degrés sont 2,5 centilitres. Et une bière à 5 degrés font 25 centilitres. Sauf que les dosages en bar sont presque 2 fois plus élevés pour les cocktails et les alcools forts. Donc pour les conducteurs, le taux d'alcoolémie maximum autorisé est atteint avec un verre d'alcool fort. Est-ce que les hommes tiennent mieux l'alcool que les femmes? 40,4% nous ont dit que c'était vrai. Sauf que la résistance à l'alcool varie selon certains paramètres de l'individu, comme la taille, le poids, le sexe, la génétique, le pourcentage de graisse et de muscles, les enzymes éliminatoires, entre autres. Alors maintenant, nous allons voir les effets de l'alcool sur le corps. Il faut environ 1 heure à 1 heure et demie pour éliminer un verre d'alcool. Durant 7 heures, au niveau physiologique, l'alcoolisme augmente la résistance à l'alcool, ainsi qu'un manque d'appétit, des troubles digestifs, une impuissance sexuelle et des étourdissements. Quand l'individu est un alcoolique chronique, il y a des risques de maladies comme le diabète, le cancer, l'infarctus, entre autres. Cette dépendance peut aussi entraîner des tremblements continus, principalement des mains, ajoutés à des palpitations au cœur et de la sueur sentant l'alcool. Pour métaboliser un verre d'alcool, nous avons besoin de plusieurs étapes. Premièrement, l'alcool arrive dans l'estomac. Après son absorption, il passe directement au foie grâce au sang. Dans le foie, il est métabolisé sous 3 formes. Normalement sous forme de triglycérides, qui plus tard se convertira comme de la graisse. En étant à jeun, nous le retrouvons sous forme de corps cétonique, qui à la longue s'accumule et cause des dommages à l'organisme comme des problèmes des reins, du foie, risque de cancer ou de coma, entre autres. L'éthanol peut aussi donner après un effort du bicarbonate qui sera expulsé par les poumons. Si l'alcool est combiné à des boissons sucrées, comme le jus de fruits, les sodas, entre autres, le sucre de ces boissons est absorbé dans l'intestin où il partira dans le foie pour être transformé sous forme d'énergie, après le passage de l'alcool étant prioritaire. Conséquence, le sucre va augmenter dans le sang. Cependant, une trop grande augmentation de sucre dans les cellules est dangereuse pour l'organisme. Pour diminuer ce surplus de sucre dans le sang, le corps va produire une hormone appelée insuline, dont le rôle sera de faire rentrer l'excès de sucre dans les cellules du corps qui l'utilisent. Donc dans le cadre de notre étude, nous avons effectué un sondage sur la consommation de l'alcool sur un échantillon de Français, principalement des Français de la région Occitanie. C'était même principalement des étudiants et on a compté 245 personnes. Alors la première question que nous nous sommes posée, bien évidemment, c'est quelle était la consommation d'alcool de notre échantillon en termes de journée et de semaine.
La première conclusion qu'on a pu faire, c'est que globalement, la consommation quotidienne est plus ou moins basse pour notre échantillon, sachant qu'on est à 80% quand même qui ne consomment pas d'alcool au cours de la journée. Mais il subsiste quand même 20% qui en consomment 1 à 3 verres par jour minimum. Par contre, en termes de consommation hebdomadaire, on s'est rendu compte que là, il y avait quand même une augmentation de consommation. On est à 30% qui ne consomment pas de verres d'alcool au cours de la semaine, mais on est aussi à 30% de notre échantillon qui consomme 1 à 3 verres par semaine et 30% qui en consomment plus de 3 à 6. Et sachant que tout à l'heure, nous avons dit que Santé France recommandait pas plus de 10 verres par semaine, on se rend compte en fait qu'à peu près 10% de notre échantillon dépasse ces recommandations. Alors après, on s'est demandé si l'âge avait vraiment une corrélation avec la consommation journalière d'alcool. Sur le premier schéma, des 18 à 24 ans, ou alors sur celui des 25 à 30 ans ou des plus de 30 ans, en fait, on s'est rendu compte que la consommation d'alcool était sensiblement la même, hormis une légère augmentation chez les 25 à 30 ans. En termes d'échantillon, on était sur à peu près 116 18 à 24 ans. Pour la consommation quotidienne des plus de 30 ans, on était sur à peu près 71 personnes et 48 pour les 25 à 30 ans. En ce qui concerne la consommation hebdomadaire et l'âge, on s'aperçoit par rapport à ce qu'on a dit auparavant, effectivement, que les 18 à 24 ans consomment essentiellement 1 à 3 verres par jour, voire pas d'alcool du tout, alors que les 25 à 30 ans, voire les plus de 30 ans, consomment essentiellement plus d'alcool que pas d'alcool du tout. Et on s'aperçoit aussi parallèlement que plus le nombre de verres augmente, et plus le nombre de personnes qui les consomment ont plus de 25 ans. En ce qui concerne la consommation hebdomadaire, toujours dans le même thème, on s'aperçoit que les femmes en fait consomment moins d'alcool que les hommes, c'est-à-dire qu'elles auront une augmentation de la consommation de 1 à 3 verres par semaine, voire pas de consommation d'alcool du tout, alors que les hommes, à contrario, vont eux consommer plus de 3 verres par semaine. Alors maintenant, en ce qui concerne le genre, donc le sexe et la corrélation avec la consommation d'alcool au quotidien, on s'aperçoit quand même globalement que les hommes boivent plus d'alcool que les femmes sur notre échantillon. On est à plus 10% qui boivent entre 1 à 3 verres par jour. En ce qui concerne l'échantillon, on était sur un nombre de 154 femmes et 91 hommes. Alors les ressentis alimentaires, le lendemain de soirée en général, parce que l'alcool en général a été consommé avec abondance, on s'aperçoit qu'il n'y a pas forcément d'appétit le lendemain. Alors ça, c'est un phénomène qui a été expliqué auparavant, c'est-à-dire que le bol alimentaire en fait qui a été consommé la veille est toujours en absorption même le lendemain, donc la digestion se fait aussi le lendemain, et il n'y a donc pas forcément d'appétit le soir ou le lendemain de consommation d'alcool. Soit les personnes avaient très faim, et en général c'était accompagné des envies d'aliments gras, donc comme les fast-foods, les plats, les pizzas, entre autres. Soit ou encore il n'y avait pas de changement dans les habitudes alimentaires. Alors maintenant nous allons nous intéresser au poids et à la consommation, donc à l'IMC, l'indice de masse corporelle, par rapport à la consommation journalière ou hebdomadaire, à savoir si au final cette consommation d'alcool a un impact donc, sur notre poids. On s'aperçoit ici globalement que quelle que soit la consommation hebdomadaire ou journalière, 50% de notre échantillon de l'un ou de l'autre possède quand même un IMC normal et à peu près 30% de surpoids dans les deux cas. Alors parallèlement, nous avons quand même effectué sur l'ensemble de l'échantillon de non-consommateurs une étude sur l'IMC et il s'est avéré en fait qu'il y avait 10% d'IMC normal en plus et 10%, voire 15% de surpoids en moins. Donc il y aurait quand même un effet sur l'alcool et le poids. À savoir quand même que l'échantillon des consommateurs journaliers était d'environ 49 personnes et que celle des consommateurs hebdomadaires était d'à peu près 169 personnes. Alors maintenant on va s'intéresser au genre et à savoir si en tant que femme ou homme l'alcool va faire plus ou moins prendre de poids.
on s'aperçoit en fait effectivement que les hommes qui consomment, donc sur l'échantillon de 23 hommes, il y a quand même 50% qui sont en surpoids par rapport à 20% chez les femmes. On a un peu plus de surpoids en fait chez les hommes que chez les femmes. Sachant que chez les femmes, elles étaient à peu près 26. Et maintenant, chez les non-consommateurs d'alcool, on s'aperçoit que les IMC ont tendance à être plus proches de la normale, qu'il y ait un peu moins de surpoids, autant chez les femmes que chez les hommes. Donc globalement, comme l'a confirmé notre étude tout à l'heure, il y a une incidence sur le poids. Maintenant, en ce qui concerne l'alimentation chez les consommateurs journaliers, on a globalement une alimentation déséquilibrée, et les consommateurs hebdomadaires, globalement aussi, ont plus tendance à avoir une alimentation déséquilibrée, donc en rouge. Mais quand même, on peut s'apercevoir que chez les consommateurs journaliers, il y a encore moins de personnes qui ont une alimentation équilibrée. En comparaison, on a l'alimentation chez les non-consommateurs. On s'aperçoit quand même que la grande majorité des non-consommateurs, donc qui sont sur un échantillon de 76 personnes, ont une alimentation aussi déséquilibrée. Donc on peut en conclure que l'alimentation déséquilibrée ou équilibrée ne concerne pas forcément la consommation d'alcool, mais la population en général. Alors il est possible de conclure premièrement que sur notre échantillon, la consommation d'alcool hebdomadaire était relativement élevée, que d'un point de vue genre, les femmes ont tendance à moins consommer d'alcool sur la semaine et sur les journées aussi notamment, et ce qui en découle aussi des taux de surpoids moins élevés chez les femmes que chez les hommes. Justement, en termes d'impact sur le poids, il y a quand même un impact avec une augmentation du surpoids, notamment. En ce qui concerne l'âge, il n'y a pas vraiment d'incidence sur la consommation d'alcool, même si on a observé une légère différence chez les plus de 25 ans qui consomment des doses d'alcool plus importantes en fonction des semaines. Et principalement sur l'alimentation, il est observé une appétence particulière pour les aliments gras, notamment en lendemain de soirées festives, les consommations d'alcool sont abondantes. Et d'un point de vue général, il n'y a pas forcément d'incidence sur l'équilibre alimentaire. Néanmoins, notre étude ne comporte que 245 personnes, ce qui est très critiquable. Et donc par la suite, nous allons vous présenter une étude qui, elle, comporte un échantillon beaucoup plus grand. Et nous aurons l'occasion de comparer quelques-uns de nos résultats. En ce qui concerne la consommation d'alcool et le statut nutritionnel, nous nous sommes basés sur l'analyse de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, INSERM, datant des années 2000. Ils ont tout d'abord apporté le terme d'alcool et de dénutrition. Alors qu'est-ce que la dénutrition ? C'est tout simplement un état d'apport insuffisant en énergie et en protéines qui va impliquer une fonte des muscles et qui va amener à des complications comme des troubles psychiques, des troubles infectieux, des escarres et bien d'autres choses encore. Ils ont tout d'abord remarqué que la dénutrition était principalement repérée chez les personnes atteintes de complications de l'excès d'alcool, mais en milieu hospitalier. C'est-à-dire que les personnes qui ont une consommation excessive d'alcool et qui ne sont pas en milieu hospitalier n'ont pas forcément de dénutrition ou de malnutrition. Et à niveau égal de consommation d'alcool, les consommateurs excessifs qui sont malnutris ont une alcoolémie qui est plus élevée et qui dure plus longtemps que les individus qui consomment excessivement de l'alcool, mais qui sont nourris normalement. Le statut nutritionnel d'un consommateur excessif d'alcool va dépendre à la fois de son alimentation, mais aussi de son statut socio-économique, qui va entre autres impacter son alimentation, et ses complications organiques, qui sont les maladies que vont provoquer la consommation excessive d'alcool. Cette analyse recense une étude française réalisée dans le Centre de médecine préventive de Nancy, où ils ont constaté dans un premier temps que les personnes qui consommaient de l'alcool au quotidien ne remplaçaient pas forcément une partie de leurs apports alimentaires par l'alcool. Donc en plus de leur apport alimentaire, ils avaient un apport énergétique en alcool. Deuxièmement, ils ont aussi remarqué que les consommateurs quotidiens d'alcool consommaient davantage de viande, de féculents
et un peu moins de produits laitiers, de fruits, de légumes et de produits sucrés. Ils avaient donc une alimentation plus riche en gras et moins riche en sucre et en certaines vitamines antioxydantes comme la vitamine A ou la vitamine C. Il cite de même une étude réalisée sur 75 000 Françaises nées entre 1925 et 1950. Ils se sont aperçus premièrement que les apports caloriques ou en énergie des femmes françaises buveuses d'alcool étaient supérieurs à celles des femmes non buveuses d'alcool. Par ailleurs, ils se sont aussi aperçus que les femmes buveuses d'alcool avaient une alimentation plus riche en lipides, soit en gras, et en protéines, et moins important en féculents et en sucre. Ils ont donc conclu que les consommateurs d'alcool ne mangent pas moins que les non-consommateurs d'alcool et que par conséquent, leur apport alimentaire en énergie était supérieur. Selon une autre étude, les femmes consommant 1 à 2 verres d'alcool par jour auraient tendance à être plus maigres que les femmes non consommatrices d'alcool. A contrario, les hommes, eux, auraient tendance à de l'obésité abdominale, surtout si ces derniers sont sédentaires et ont une alimentation riche en gras. Mais parallèlement, il cite aussi une étude italienne concluant qu'il n'y a pas de réel changement alimentaire sur des aliments bénéfiques pour la santé, comme les fruits, légumes, salades, poissons, par rapport aux consommateurs et non consommateurs d'alcool. À consommation égale d'alcool fort, les consommateurs quotidiens auraient un IMC inférieur aux consommateurs non quotidiens. Il y aurait donc un impact sur la modalité de consommation de l'alcool, à savoir s'il est consommé tous les jours ou quelques jours dans la semaine. À la fin de cette analyse se posait alors une question principale. Comment les consommateurs d'alcool peuvent augmenter leurs apports énergétiques sur la journée et ne pas prendre de poids? La seule hypothèse retenue dans cette analyse est que les consommateurs d'alcool augmentent le nombre de petits mouvements au cours de la journée, aussi appelés bougeottes, qui augmenteraient leurs dépenses énergétiques sur la journée et donc demanderaient un apport en énergie en calories supérieur aux non-buveurs d'alcool. Maintenant, la consommation d'alcool chez les sujets obèses aurait un autre aspect. Les sujets obèses consommant de l'alcool auraient tendance à absorber plus facilement l'énergie fournie par l'alcool, et donc à prendre plus facilement du poids. Par ailleurs, les risques de maladies hépatiques liées à l'alcool sont 2 fois plus élevés chez les obèses. Il y aurait donc des risques plus accrus chez les sujets obèses à consommer de l'alcool que chez les sujets non obèses. Ainsi, les dernières parties qui ont été abordées furent les carences en vitamines et minéraux. Tout d'abord, les consommateurs excessifs d'alcool ont tendance aux carences plus en vitamine A, en vitamine C, mais aussi en vitamine D pouvant provoquer des problèmes osseux, en vitamine B9 pouvant provoquer des anémies, mais aussi en vitamine B1, B6, en magnésium et en zinc. De cette analyse est que le statut nutritionnel est influencé par la consommation d'alcool, que les carences nutritionnelles notamment majorent les effets de l'alcool. Il conclut dernièrement que le mode de consommation semble avoir un effet sur la prise de poids, sachant que, à consommation égale, les consommateurs quotidiens étaient plus minces que les consommateurs irréguliers. Il est possible de comparer ces résultats aux conclusions de notre étude préalablement expliquée. En effet, elle démontrait que le poids chez les femmes augmentait au fur et à mesure de la consommation d'alcool, alors qu'ici, elle est corrélée à une diminution de l'IMC. Généralement, les alcooliques ont un régime riche en lipides et pauvre en glucides, ce qui augmente surtout la consommation de viande et de féculents, et une diminution en produits laitiers, légumes, fruits et produits sucrés. À long terme, il se peut même que l'alcoolique préfère ne pas manger pour seulement boire. Afin de prévenir des carences en vitamines et minéraux et les troubles physiques liés à l'excès d'alcool, le consommateur d'alcool excessif se devra d'avoir une alimentation équilibrée, variée en prévention. Il pourra aussi prendre des vitamines comme la vitamine B2, B6. Si son apport alimentaire en légumes verts n'est pas suffisant,
il pourra prendre en supplément de la vitamine B9. Et si les carences sont révélées, il devra très certainement prendre de la vitamine A s'il est abstinent, du zinc, du magnésium ou encore du fer. En ce qui concerne l'impact sur le poids, même si chez les femmes il y aura tendance à maigrir et chez les hommes à prendre du poids au niveau de l'abdomen, finalement le phénomène n'est pas aussi simple et plusieurs paramètres entrent en jeu comme le pays de résidence, la culture, le sexe, la modalité de consommation, à savoir s'il y a une consommation quotidienne ou hebdomadaire, ou même la consommation de tabac. Les diététiciens peuvent aider d'un point de vue de prévention sur les carences de vitamines et minéraux liées à l'alcool. Aussi, sur le traitement de la malnutrition quand il y a une dépendance, même si le suivi doit être multidisciplinaire avec l'aide d'un psychologue et d'un addictologue. Ainsi, le diététicien a toute sa place au sein d'une prise en charge multidisciplinaire d'une addiction à l'alcool, et notamment dans la prévention. Finalement, la limite qui sépare la consommation régulière d'alcool et l'addiction à l'alcool n'est autre que la perte de contrôle de la consommation. Néanmoins, chez le consommateur, régulier non alcoolique, il peut survenir des carences ou complications physiologiques dues à la consommation d'alcool. Pour calculer votre consommation, vous pouvez aller sur le site Alcool Info Service, ces derniers ayant mis à disposition un alcomètre pour faire un point sur votre consommation d'alcool.